façon d'économiser parce que ça coûte drôlement moins cher qu'un logiciel comptable. qui est conforme aux nouvelles règles d'impôt. Exactement, oui, parce qu'il faut le changer à chaque année. Oui. Hein? Alors, chaque année, on achète un logiciel d'impôt. Et là, celui que vous voyez, c'est Impomatique de luxe. Alors, ça effectue tous les calculs requis, ça cherche les erreurs quand il y en a, puis ça nous les montre. On peut avoir une impression de notre rapport ou l'envoyer par Internet grâce à ImpoNet. On peut faire la déclaration de notre conjoint en même temps. On peut faire jusqu'à 5 déclarations avec un même logiciel. Et il y a un soutien technique gratuit. Il y a une garantie de remboursement dans les 60 jours si on n'a pas été capable d'utiliser le logiciel. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est à peu près impossible de ne pas être capable de l'utiliser. Ah non, c'est facile. C'est vraiment là, c'est question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et là, on arrive à la fameuse étape où on doit rentrer des chiffres. Regardez la démonstration. OK, Claude, une fois qu'on a rentré tous les renseignements personnels, on arrive finalement à cette page-là. Oui, vous avez une page qui indique pratiquement tous les mêmes éléments que vous allez retrouver sur votre déclaration, sur votre T4. Alors, chaque petite case avec un numéro correspond au même numéro sur mon T4? Effectivement, chaque numéro qui est indiqué sur le logiciel va apparaître directement sur le T4. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le numéro sur mon T4, regarder le chiffre qui est à côté et l'entrer dans la bonne case. Exactement, puis vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, ce logiciel-là est 19,99 $. On s'entend que c'est moins cher que le comptable. Là, je vous en montre un autre logiciel qui s'appelle Impôt Rapide. Ça, c'est un logiciel qui va un petit peu plus loin pour les déclarations un peu plus complexes. Alors, vous devez remplir les formulaires ou vous pouvez y aller sous forme d'entrevue aussi. La question-réponse comme tantôt, là. OK. C'est plus facile d'y aller avec l'entrevue. Là, on vous suggère de prendre l'entrevue. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. Et s'il y a une erreur, il va la détecter tout de suite au fur et à mesure. Alors, il vous le dit, voyons, ça se peut pas ce que tu écris là. Moi, on avait fait semblant, là. Puis tout de suite, il m'a dit, c'est pas le bon numéro d'assurance sociale. Recommence. Alors, ça va très vite, très facile. Alors là aussi, il y a un soutien technique gratuit. Mais ma solution, c'est la prochaine. C'est Impôt Rapide. Le même logiciel, mais web. Impôt Rapide web. Qu'est-ce que ça fait, ça? Parce que celui-là est encore moins cher. Il est 20 $. Vous allez me dire comme le premier, oui. Mais vous avez tout ce que vous avez dans celui que je vous ai présenté juste avant, 35 $. Plus? Mais vous le faites sur le web. Vous n'avez pas à aller au magasin acheter un logiciel. Ah oui! Il est disponible sur Internet. Vous le remplissez et vous l'envoyez par Internet. C'est fini? Ça vous prend à peu près 1 heure. Remplir. Évidemment, c'est plus facile pour les personnes seules qui ont un T4 ou des familles, là, genre avec des T4. C'est pas trop d'affaires compliquées, surtout pas de PME. Puis, travailleurs autonomes, ben attelez-vous, là, ça risque d'être un petit peu plus ardu. C'est pas les remboursements, ce sont plus rapides de cette façon. Ah ben oui, si ça rentre plus vite, ça vient plus vite. Moins cher, le gouvernement. rapide. Merci beaucoup, c'est 30 avril. Hein? Aux Philippines, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise sur les lieux du gigantesque glissement de terrain de vendredi sur l'île de Leyte. Les secouristes continuent de concentrer leurs recherches pour retrouver 250 enfants et membres du personnel d'une école ensevelis sous des tonnes de boue. 72 corps ont jusqu'à maintenant été retrouvés. Plus de 900 personnes sont toujours portées manquantes. En Irak, 5 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'une bombe dans un restaurant à Mossoul ce matin. L'établissement est situé à côté d'un poste de police. 4 civils et 1 policier ont été tués dans l'explosion. Selon des chercheurs de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, l'homme risque de plus en plus d'être touché par des maladies d'origine animale. 38 maladies ont franchi la barrière des espèces depuis 25 ans. La grippe aviaire figure bien sûr parmi ces maladies. Chaque année, 1 ou 2 agents pathogènes infectent l'homme pour la première fois. Il se retrouve ainsi en week-end avec sa famille politique. Mais il nous habitue aussi à une certaine nonchalance lors de ces réunions. On dirait qu'il s'y présente en dilettante, prêt à accueillir l'idée qui flotte dans l'air et à en faire son nouveau dada. On se souvient tous de cette fameuse fois où notre champion de la phrase creuse nous avait fait un virage écologiste en faire rougir le Parti vert. Non, cette fois-ci, l'idée qui planait au-dessus des délégués était celle du remboursement de la dette. Et le politicien l'a humé en entrant et a sauté dessus comme un écureuil qui voit traîner une noix. Le grand bonheur d'un chef libéral, vous savez, c'est d'avoir une salle disciplinée, comme si une hécatombe les guettait au moindre désaccord. Là où un chef péquiste doit avoir des yeux tout le tour de la tête et porter une armure à toute épreuve lorsqu'il se rend à ses rencontres d'amis, un chef rouge, lui, sait qu'on l'acclamera comme César rentrant à Rome, même quand il porte aux pieds les boulets de son impopularité répétée et répété dans les sondages. André Boisclair, qui est déjà en liberté surveillée comme tous ses prédécesseurs,
doit en mourir de rage. Alors, le semblant de contestation est donc venu du côté des jeunes du parti, une fois de plus. Après tout, il faut bien que jeunesse serve à quelque chose, d'autant plus que ces jeunes avaient à faire oublier que leur grand objet de préoccupation, si vous vous rappelez, à la fin de l'été dernier, avait été le port du G-string par les élèves du secondaire. Alors, cette fois, ils ont su éviter le ridicule et ramener sur le tapis l'objet de souci numéro 1 pour leur génération, la dette d'un peu moins de 120 milliards de dollars pour le Québec. Jean Charest s'est montré aussitôt prêt à agir, mais, devait-il préciser devant les médias, après, bien sûr, les obligations du gouvernement en matière de santé et d'éducation, et après avoir baissé les impôts comme il l'avait promis. Autrement dit, avec ce qui restera de disponible, s'il reste de l'argent disponible. Bon, est-ce que ce patinage équivaut à un renoncement bien camouflé? Non, parce que les intérêts de 7 milliards payés chaque année pourraient certainement servir ailleurs, on en convient. Mais n'oubliez pas que les Québécois qui ont été sondés l'an dernier, 11 mois en fait, mettaient le remboursement de la dette loin en dernière place, même après l'investissement dans les villes et les routes. Est-ce qu'on est plus sensible au remboursement de la dette chez les moins de 30 ans? Oui, mais pas tant que ça. Et n'oubliez pas que les moins de 30 ans sont ceux qui votent le moins. Donc, en année électorale, ce ne sont pas là des détails. C'est pourquoi un vieux pro comme Jean Charest a pris la balle au bon et l'a mise dans sa petite poche en arrière. L'opinion de Claude Charron vous fait réagir. Écrivez-lui tout de suite à claude.charron@tva.ca. Le lundi 20 février, en manchette. Grippe aviaire, Québec se prépare à toutes les éventualités. Dans un scénario aussi sérieux que celui-là, c'est une urgence nationale pour tous les Québécois. Les cas d'oiseaux malades se multiplient en Europe et la crainte augmente aussi. Révélation choc de l'ex-président d'École Bleue, Jean Lapierre. On a déjà voulu l'acheter. Je me rappelle d'une enveloppe de 75 000 $ une fois. Cash? Oui. Et à la météo, nous aurons de la neige demain. Bonne fin de journée. Québec qui se prépare au pire, advenant une pandémie de grippe aviaire. La direction de la santé publique va chercher à recruter 80 000 volontaires pour remplacer le personnel médical qui pourrait éventuellement être affecté aussi par le virus. Les écoles de soins infirmiers se disent déjà prêtes à mettre l'épaule à la roue. Le virus de la grippe aviaire n'est plus confiné au Vietnam et à la Chine. Le H5N1, comme on l'appelle, a fait son apparition en Europe, en Afrique et en Égypte. Inquiétant, non, mais c'est tout simplement une question de vigilance. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le virus, chez les oiseaux, se propage à d'autres endroits sur la planète. Et donc, le potentiel, si vous voulez, de rentrer en contact avec des humains augmente. Le gouvernement du Québec travaille depuis quelques mois à un plan de lutte à la grippe aviaire. Plan qui sera rendu public à la mi-mars. Lorsqu'on se prépare au gouvernement pour une pandémie, on doit être prêt pour tous les scénarios, incluant le plus sérieux. Parce qu'on ne sait pas d'avance si la pandémie... D'abord, si la pandémie va arriver, et deux, si elle arrive, quel visage elle aura. Dans le pire des scénarios, le tiers de la population du Québec serait touché. Ça veut dire aussi le tiers du personnel médical et infirmier. C'est donc pas moins de 80 000 volontaires qu'il faudrait recruter pour les remplacer. Dans un scénario aussi sérieux que celui-là, c'est une urgence nationale pour tous les Québécois. Il va falloir que tout le monde se mette l'épaule à la roue. Les écoles de formation professionnelle sont des bassins naturels pour trouver des volontaires. Le département de soins infirmiers du Cégep Garneau, par exemple, s'attend à être mis à profit. On a déjà été sollicité par la santé publique à l'époque où on avait eu une vaccination contre la méningite et on avait contribué là, autant au niveau des enseignants qu'au niveau des étudiants de deuxième et troisième année. En rappelant des professeurs à la retraite et en comptant sur ces étudiants, c'est 350 personnes que le collège pourrait fournir à la santé publique. Le Cégep Garneau dispose également d'une clinique où des étudiantes en soins infirmiers viennent y faire leur stage. La clinique, évidemment, pourrait bien servir dans le cadre d'un plan de lutte à la grippe aviaire. La pandémie de grippe aviaire est inévitable. La grosse question est de savoir quand. Mais on s'y prépare. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Bon, inévitable, dit-on, mais voyons les possibilités. Si la pandémie est faible, on dit que 15 % des Québécois seront touchés. Si elle est extrêmement grave, ce serait la moitié d'entre nous qui y goûterions.
Tenons-nous-en à un scénario qu'on appelle pessimiste, donc à moitié chemin entre les deux. Ça voudrait dire que le taux d'infection serait de l'ordre de 35 %, ce que Robert Plouffe appelait un Québécois sur 3, ni plus ni moins. Ça causerait, ça, dans notre communauté, 13 000 décès. 34 000 Québécois et Québécoises devraient connaître l'hospitalisation et regardez bien, Pierre, 1,4 million de consultations médicales. Cela dit, bien sûr, c'est des ennuis pour tout le monde, mais c'est aussi une facture salée pour les finances publiques québécoises. Et vous allez voir tout de suite qu'en Europe, bien plus que chez nous, peut-être l'inquiétude gagne du terrain alors que le virus de la grippe aviaire se répand chez les oiseaux sauvages. Richard Latendresse, est-ce que la volaille d'élevage, elle, est toujours épargnée? Pour l'instant, oui. Effectivement, ce sont des oiseaux sauvages qui sont morts du H5N1, donc le virus mortel. Mais effectivement, vous l'avez souligné au départ, les gens ont peur de ce côté-là. Tant que c'était en Turquie, tant que c'était en Asie, on se disait on est épargné. Mais là, maintenant, ce sont des pays membres de l'Union européenne qui ont pourtant des règles très sévères de santé, de contrôle de l'hygiène qui sont affectées. Alors là, pour l'instant, les gens en sont à réagir instinctivement et en disant, moi, je mange plus de poulet. Il faut prendre des mesures. On est inquiet que toute l'Europe finisse par être touchée. Lentement, un peu partout, les cas d'oiseaux morts infectés par le virus H5N1 se multiplient. Et parallèlement, la crainte augmente. 6 pays membres de l'Union européenne sont maintenant touchés par le virus. Et malgré les efforts déployés, difficile d'imaginer que le reste de l'Union va échapper à l'épidémie. En Allemagne, par exemple, sur l'île de Rügen, en mer Baltique, où autour de 80 volatiles porteurs du H5N1 ont été découverts, l'île a pratiquement été placée en quarantaine. Pour l'instant, le virus n'a été retrouvé que chez des oiseaux sauvages. Mais justement, pour éviter une contamination de la volaille d'élevage, les producteurs de France, d'Allemagne et des Pays-Bas ont reçu l'ordre de garder leurs oiseaux à l'intérieur. Malgré tout, la peur d'une telle propagation, la peur par extension que le virus passe des oiseaux aux humains, ont entraîné une chute spectaculaire dans certains pays de la consommation de poulet et de canards. 15 % de baisse en France et en Belgique, 40 % en Grèce, 70 % en Italie. C'est des informations sur la grippe aviaire, Christelle, bonjour. D'où cette campagne des ministres européens de la Santé pour rassurer les consommateurs. Et bien évidemment, nous pouvons continuer à consommer de la volaille sans changer ses habitudes. Si le virus se propage vite, l'inquiétude aussi. En Inde, où le virus a été détecté pour la première fois samedi, près de 100 000 volailles du demi-million visé ont été abattues. Au Nigeria, premier pays africain à avoir été touché, 4 nouveaux foyers du virus H5N1 ont été cernés, ce qui porte à 7 le nombre d'endroits où des oiseaux morts ont été retrouvés dans ce grand pays d'Afrique. Richard Latendresse pour le réseau TVA. Les cols bleus de Montréal font beaucoup de pression et on l'a entendu récemment encore, mauvaise presse pour... Les wagons, eux, sont toujours là, ils ne sont pas tombés. Peut-être que vous voyez, parce que quand même, le jour est tombé, la silhouette de ces wagons-là, et ce qui fait en sorte que la circulation ferroviaire est perturbée depuis maintenant 4 jours. Alors, les employés du Canadien Pacifique s'interrogent encore comment ils vont faire pour faire en sorte de rétablir la circulation sur ce pont. Il y a une équipe composée d'une 50aine de personnes. On parle d'ingénieurs, d'architectes et de cheminots qui tentent de trouver une solution au problème. Il y a plusieurs scénarios qui ont été élaborés. Celui qui est retenu à l'heure actuelle, c'est que l'on va amener une immense grue qui va retirer les wagons un à un pendant qu'une deuxième grue, elle, soutiendra les autres wagons. Alors, il n'a pas été possible de procéder aujourd'hui parce qu'il ventait vraiment trop fort. Et je dois vous dire que c'est la première fois que cette manœuvre sera tentée. Alors, il faut être prudent parce que le risque, c'est que tout bascule à l'eau. Quoique ça aussi, c'était une solution proposée. Je vous fais entendre là-dessus le porte-parole du Canadien Pacifique. Quelqu'un a suggéré hélicoptère que, dans notre opinion, ça ira jamais. Une question d'une barge avec une grue ici, dans le fleuve. Ça, c'est une autre possibilité, mais il y a beaucoup d'embêtement avec cette idée-là aussi. Alors, c'est ça, même pour les pousser dans la rivière, qu'il a été suggestion de faire par quelqu'un, il faudrait encore avoir du personnel. Ça va encore prendre de l'équipement sur le pont pour les pousser dans la rivière. Alors, Étienne, ça a des conséquences sur le transport en commun, mais oui, ça a des conséquences économiques également. Effectivement, il y a notamment des conséquences sur le transport des marchandises, mais également le transport de personnes. Alors, il y a le service de train de banlieue qui est interrompu
au moins jusqu'à vendredi. Pas possible pour les gens de partir de la Rive-Sud pour arriver en train jusqu'à Montréal. Alors, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les 1200 voyageurs qui utilisent le train quotidiennement. Pour pallier à ce problème, l'Agence métropolitaine de transport a mis sur pied un service de navette. Alors, les wagons, les usagers doivent prendre donc l'autobus et le métro pour se rendre à destination. Ça n'a pas semblé perturber les voyageurs pour autant. Ma collègue Annie Racine en a rencontré quelques-uns cet après-midi. Vous allez voir qu'ils prennent ça avec philosophie. Moi, je trouve que c'est très bien synchronisé. Je suis vraiment très content du service. Ouais, c'est ce que je pense. Aucun problème. On est arrivé avec train ici. On a l'autobus qui nous attend tout de suite. Alors... Ça prend un long temps, mais ce n'est pas si difficile. Ça a pris 15 minutes de plus ce matin. Alors, pour un autobus, là, oui. Oui, ça pourrait aller pour la semaine, il n'y a pas de problème. C'est sûr que le train nous manque, là, mais pour la semaine, c'est bien arrangé. On va s'arranger avec ça. Alors voilà, Jean-Luc. Les gens sont patients et ils sont prêts à collaborer. Oui, tout à fait. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui va arriver. Il faut faire des calculs pour pas que le pont s'effondre. C'est un pont qui date de 1887. Alors, imaginez avec 2 grues assez lourdes, merci, qui déplacent des wagons. Il faudra voir comment on va procéder demain. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il était 14 h vendredi dernier, une bourrasque de vent. On circulait lentement, on voulait aller à notre destination choisie. Et en quelques instants, ça a été l'enfer. Sur la 40, en direction ouest, à la hauteur de l'Assomption, un carambolage sans précédent, il faut le dire. On en a déjà vu au Québec, mais avec cette intensité, c'est-à-dire avec le nombre de véhicules impliqués, près de 60 véhicules, et les empilés les uns sur les autres. On a craint le pire, nous, à distance. Quand on regardait ça, on s'est dit, est-ce qu'il est possible que là-dedans, il n'y ait pas de nombreuses victimes? Eh bien, il y a eu de nombreux blessés, une victime, évidemment, on déplore un décès dans cette affaire-là, une autre jeune fille qui est entre la vie et la mort, et j'ai avec moi un citoyen qui était au milieu de cet enfer de ferraille et en pleine tempête. Il s'agit de Éric Poitras, qui est avec nous, qui a 27 ans. Bonjour, M. Poitras. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez chanceux d'être vivant? Oh oui. Très chanceux. Est-ce que votre chance, vous l'avez mesurée en sortant de votre véhicule ou c'est pendant que ça frappait, tu dis ça va finir quand? En sortant de mon véhicule, je l'ai mesuré ma chance. Là. Parce que quand ça l'a frappé, j'ai pas eu le temps de rien voir. OK. Comment ça se passe? Vous en allez, vous êtes tout seul? Je m'en vais sur l'autoroute. Vous avez votre véhicule Explorer? Mon Explorer, c'est ça. Je roule environ 60 km/h. Puis m'emmener une longueur et demie de véhicule en avant de moi. Je vois une tache, puis trop tard, j'étais rentré dedans. J'étais déjà viré sur le capot. Est-ce que la visibilité, pour vous, était vraiment coupée? Ah oui? Un rideau? Oh, c'est comme, on voyait des bouts, on voyait bien, d'autres bouts, mais on voyait rien pendant tout. C'était coupé complètement. Là. Vous vous êtes retrouvé dans quelle position quand c'est arrivé? Parce que vous avez été frappé ou si vous êtes un des derniers à être entré dans le tas? Je suis dans les derniers. Il y en a quelques-uns qui ont rentré après moi. Là, mais moi, quand j'ai frappé, j'ai viré tout ça sur le capot, puis je me suis ramassé sur le capot dans le fossé, là, plus loin de tous les autres véhicules. Là. OK. Dans le fond, quand vous êtes arrivé là, vous souvenez-vous si vous étiez sur la voie de gauche ou la voie de droite? J'étais sur la voie lente, puis je me suis ramassé sur la voie rapide dans le fossé. OK. Alors, donc, vous avez frappé quelque chose, ça a dévié, puis là, votre véhicule a été entraîné sur le toit. Sur le toit, c'est ça. Puis j'ai atterri dans le fossé. Qu'est-ce qui arrive quand on est sur le toit, et qu'on est pris, attaché, probablement? Ouais, je dis, ça achève-tu? C'est-tu fini? Ça n'arrêtait pas de fesser encore en haut. Là. Ça a continué à fesser après. Le son, c'était épeurant. Là. Ah oui, on entend le son. Oui, c'est vraiment épeurant. Vous réussissez vous-même à vous sortir du véhicule? Oui, j'ai sortir moi-même de mon véhicule. Vous avez mal au dos? Oui, j'avais mal au dos. Sur le coup, on s'en rend pas compte? Pas trop, non. Le stress, là, on a tellement eu peur d'y passer. Donc, le stress, là... Non, il vente, il fait froid? Il vente, il fait froid. Êtes-vous équipé pour le froid ou si vous êtes pas juste tellement, non. Juste en petit veston? En veston normal, oui. Est-ce qu'on la voit, la scène, quand on sort de là, ou si on regarde plutôt son véhicule, où on dit dans quoi je suis embarqué? Ben, moi, en sortant du véhicule, la première personne que j'ai vue, c'est le jeune homme, là, que son père est décédé. Hein. Ah oui? Vous étiez à proximité de ce véhicule? J'étais juste au côté. Juste au côté. En sortant de mon véhicule, la première personne que j'ai vue, c'est le jeune Olivier. Là. Puis il y avait la figure pleine de sang, puis c'était vraiment pas beau à voir. Avez-vous vu le père? Le père, je l'ai vu par après. Par après? La petite fille? Non, la petite fille, je l'ai pas vue. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient coincés dans leur véhicule, puis on entendait, là, quand... Parce qu'après un but de ferraille comme ça, il se fait comme un calme, on dirait. C'était vraiment calme, mais ça a pris quelques minutes, là, le monde, ça criait, mais pas tellement. Mais le vent était tellement fort que ça devait assourdir. Est-ce que c'était la première fois que vous étiez impliqué dans un accident? Oui, la première fois. Regardez ça, ces images-là. Nous autres, quand on a vu ça, là,
Comprenez-vous que le Mon bilan... camion, on le voit Ah oui, oui, oui. On le voyait justement, mon camion. Nous autres d'ici, en tout cas, et les gens qui s'y rendaient étaient sûrs que l'on retrouverait beaucoup plus de victimes que ça. Ouais, on le voit encore, mon camion. C'est le seul qui est sur le capot. Oui, oui, c'est ça, on l'a aperçu là, sur le capot. Ouais. Est-ce qu'il y avait... On aurait pu éviter ça, c'est que tout le monde s'arrête et qu'il n'y ait plus personne qui bouge sur l'autoroute. Mais c'est comme tout le monde se suivait, tout le monde... C'est arrivé rapidement, hein? C'est arrivé très rapidement. C'est comme ça a commencé, ça faisait... Puis j'ai roulé à peu près environ 3-4 minutes après, puis le carambolage était déjà là, puis le monde, il y a du monde qui m'ont dépassé, puis Donc, ils ont été s'empiler, s'encastrer là-dedans. Oui, c'est ça. C'est comme... moi, je roulais sur la voie lente, m'en ai un ou deux qui m'ont passé, mais en moyenne, tout le monde roulait environ 60 km/h. On se suivait pas mal tout. Est-ce qu'il y a eu des secours relativement rapidement? Comment ça... C'était pas facile pour ça? Le seul secours qu'on a eu, c'était pas un secours véritablement. C'était juste un autobus Orléans qui a arrêté. Puis il a dit monter, venir réchauffer. Ils ont sorti des trousses de secours pour aider le monde qui était vraiment blessé. Et c'est après ça que, véritablement, les vrais secouristes sont arrivés. Ça a pris vraiment du temps. Ça doit faire plus qu'une heure avant que le secours arrive. Assez pour avoir peur maintenant? Ou d'agir différemment comme conducteur? Oui. Oui, hein? Oui. Mais que je vois des intempéries comme ça, là, je vais... On va rester à la maison? À la maison, oui. Est-ce qu'on pense à ceux qui s'inquiètent de nous? Oui. Il faudrait que je réussisse à les rejoindre, leur dire que c'est la première affaire que j'ai fait quand vous avez votre cellulaire, puis ça... Oui, quand je suis sorti du véhicule, j'ai rejoint tout de suite ma famille pour les avertir. Merci beaucoup de votre témoignage, M. Poitras. Merci bien des messages de sécurité et prudence que vous nous transmettez. Merci bien. Jean Sawyer, parlons de prévention également, cette fois-ci dans une maladie qu'on appelle le SRAS. Il y a quelques années en Ontario, on sait que les hôpitaux en ont été touchés et les politiques de préparation préventive n'étaient pas prêtes de ce côté-ci. Là, on parle d'une pandémie possible de grippe aviaire éventuelle. On espère non. Est-ce qu'on est prêt au gouvernement? C'est une bonne question, Jean-Luc, parce que moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information au ministère de la Santé en lui demandant de me présenter son plan de communication pour la pandémie de grippe aviaire. Regardez bien la réponse qu'ils m'ont fait sur le tableau suivant. On ne peut pas vous répondre parce que le plan de communication contient des renseignements qui ont des incidences sur des négociations entre organismes publics et sur les décisions administratives et politiques. En français, Jean-Luc, ça veut dire on ne peut pas vous répondre parce qu'on ne sait pas. Alors, on a posé la question à M. Couillard, avez-vous un plan de contingentement? Quel est-il et pourquoi vous ne voulez pas nous en parler immédiatement? Voici ce qu'il nous a répondu. Dans le scénario le plus sévère, et c'est là-dedans qu'on est avec la manchette de la presse ce matin, donc c'est une petite partie des possibilités, on envisage qu'environ le tiers de la population du Québec pourrait être atteint par la maladie. Le tiers de la population du Québec, ça veut dire le tiers des employés du secteur de la santé et des services sociaux. Il y en a 230, 235 000 actuellement employés. Alors, vous voyez que ça correspond à peu près à ça. Mais c'est uniquement un des scénarios. Et le scénario le plus sévère, qui, espérons-le, ne se produira pas. Dites-moi, est-ce qu'on a appris cependant de la leçon du SRAS en Ontario? On le souhaite, Jean-Luc, parce que j'ai obtenu des documents du ministère qui nous montrent le post-mortem qui a été fait après 2003. Souvenez-vous des reportages que vous aviez faits à ce moment-là. Vous disiez que c'était impossible d'avoir de l'information, que le gouvernement disait tout et son contraire. Bien, voici sur le tableau suivant le post-mortem de cette crise-là. On dit qu'il y avait un problème de leadership dans les régions, qu'on ne s'entendait pas sur la gravité des événements, que le ministère ne reconnaissait pas le leadership de la Direction générale de la santé publique, que le plan des mesures d'urgence n'était pas ajusté, qu'il y avait beaucoup trop d'informations, mais pas de renseignements essentiels, et qu'il était difficile de joindre les médecins en région imaginée pour faire des mises à jour. Alors, tout ce qu'on souhaite, Jean-Luc, c'est que ce post-mortem-là soit appliqué à une éventuelle pandémie de grippe aviaire. On a posé encore la question à M. Couillard. Voici ce qu'il nous a répondu. Il faut amener à la prudence. Il ne faut pas déclencher dans notre population une vague d'inquiétude qui actuellement n'est pas justifiée. Mais si on se place dans un scénario aussi sérieux que celui-là, c'est une urgence nationale pour tous les Québécois. Il va falloir que tout le monde se mette l'épaule à la roue. Puis là, il faut mettre de côté beaucoup de nos organisations, de nos rigidités pour tous ensemble se mettre ensemble au travail. Et c'est ce que le plan d'action va vraiment montrer. Alors, le cas échéant, il souhaite que tout le monde collabore davantage que de garder ses chasses gardées. Et voilà. Alors, d'ici la fin du mois de mars, M. Couillard a promis de nous présenter son plan. On verra à ce moment-là si on a appris des événements de 2003. Parfait. Merci beaucoup de ces informations. Ça nous rassure peut-être un peu. Merci bien. Au retour de la pause, on va parler sport, mais d'une dimension un peu particulière. Qui voyez-vous avec les béquilles? Eh bien oui, José Théodore. Le pire est arrivé. Il est blessé. Hors jeu pour au moins 6 semaines.
élégance et confort. Corps invitant, chaleureux, digne de vous. Les ameublements du port, boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Faut que j'y aille. Peux-tu garder ma deuxième Twig, s'il te plaît? Puis donne-la à personne, OK? OK. Ils ont encore perdu ce soir. Tout ça. Parce que L'activité. avec Mais c'est juste une discussion, là. Je sais même pas, justement, parce qu'il n'y avait aucun qui m'intéresse vraiment.